A, B, C, D, E, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P. Vraiment déchirant. Nous apprenons que le corps de Madeleine Soto a été retrouvé juste à côté de l'endroit où je me tiens, sur Hickory Tree Road. Je suis Cassie et voici Un monde maléfique. Je vais vous raconter une histoire qui a fait les gros titres récemment. C'est l'histoire d'une jeune fille qui venait tout juste de fêter son 13e anniversaire lorsqu'elle a été soudainement tuée. Et par quelqu'un en qui sa mère avait confiance pour être auprès d'elle chaque jour. Mais sa mère a-t-elle volontairement confié sa fille à ce prédateur ? Ceci est l'histoire de Madeleine Soto. Madeleine Soto est née le 22 février 2011 de sa mère Jennifer Soto et de son père Tyler Wallace. Elle aimait le film Lilo et Stitch, jouer de la flûte, pêcher et adorait tous les animaux. On disait que Madeleine était douce, gentille avec tous, sans problème avec quiconque. Elle était affectueuse, drôle et sûre d'elle. Cependant, Madeleine devait faire face à son anxiété persistante et à son trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et elle avait parfois du mal à les gérer. Mais elle s'efforçait toujours de gérer ses difficultés en elle-même. Jennifer, la mère de Maddie, souffrait également de troubles bipolaires et prenait de nombreux médicaments, mais éprouvait souvent des difficultés malgré tout. Le père biologique de Madeleine, Tyler du Texas, avait été fiancé à Tatiana. Lors d'une brève rupture début 2010, Tyler a eu une relation de transition avec Jen Soto. C'est à ce moment-là que Jen est tombée enceinte de Madeleine. Et peu de temps après avoir appris sa grossesse, Tyler s'est réconcilié avec Tatiana et ils se sont mariés quelques mois seulement après la naissance de Madeleine en avril 2011. Chaque été, Madeleine passait quelques semaines chez son père. Cependant, l'adolescente vivait à temps plein avec sa mère, Jen Soto, dans leur appartement de Kissimmee, en Floride, près de Disney World. Elles y cohabitaient avec 2 autres personnes. Et vers l'âge de 7 ans, en 2018, sa mère, Jennifer, a commencé à sortir avec un homme nommé Stephen Stearns. Stephen Stearns, 37 ans, a travaillé à Disney World en tant que membre du personnel, mais ces dernières années, il était sans emploi. Il venait d'une famille riche et était passé de leur maison à $1 million à la vie, avec Jennifer et Madeleine dans leur appartement à Kissimmee. Le soir du 25 février 2024, la grand-mère de Madeleine lui a organisé une fête pour son 13e anniversaire chez elle. Après la fête, la tante de Maddie devait la raccompagner. Jen et Stéphane n'étaient pas présents à la fête d'anniversaire ce soir-là, car Jen avait travaillé de 14h à 22h, et Stéphane n'avait pas été invité parce qu'il ne s'entendait pas avec la mère de Jen, la grand-mère de Madeleine. Madeleine rentrerait à la maison vers 22h et sa mère Jen arriverait vers 23h. Lorsque Jen est rentrée chez elle, Stéphane était apparemment déjà présent. Mais quelque chose s'est passé entre ce moment-là et l'après-midi suivante, car c'est à ce moment-là que Maddie a été signalée disparue après qu'elle ne soit pas allée à l'école ce jour-là. Jennifer n'apprendrait la disparition de sa fille qu'aux alentours de 16h30 lorsqu'elle est allée à l'école pour la récupérer. Et le personnel lui a dit que Maddie n'était jamais arrivée ce matin-là. Apparemment, la politique de l'école était de contacter les parents après la fin des cours pour les informer de l'absence de leur enfant plutôt que plus tôt dans la matinée, ce qui a depuis changé. Jen et Stéphane signaleraient la disparition de Madeleine vers 20h. Ce soir-là, et lorsqu'ils l'ont fait, la mère de la jeune fille a dit à la police que sa fille n'avait jamais fugué auparavant et qu'elle avait vu Madeleine pour la dernière fois la veille au soir, peu avant qu'elle aille se coucher, vers 23h. Il a été découvert plus tard que Madeleine voulait fuguer et vivre dans les bois, bien que la police n'en connaisse pas la raison. Salut. Salut, qui se passe? Donc, ma fille a été déposée près de l'école ce matin, mais elle n'est jamais arrivée. Je suis allé la chercher à l'école.
Je suis désolé, un instant. D'accord, donc elle était censée être déposée à l'école, mais ce n'est pas arrivé. Elle n'est pas arrivée à l'école. Elle n'est pas arrivée à l'école. Je suis allé la chercher à l'école aujourd'hui et elle n'est jamais sortie. Ils l'ont annoncé au haut-parleur et j'ai pensé qu'elle était peut-être venue à pied car elle le fait parfois. Je suis allé au bureau, rien. De retour à l'école, c'était fermé. J'ai reçu un email de l'école signalant son absence. Son professeur a aussi vérifié et confirmé qu'elle n'était pas du tout à l'école aujourd'hui. Donc elle n'est jamais arrivée. D'accord, comment s'appelle-t-elle? Madeleine. M-A-D-E-L-I-N-E. M-A-D-E-L. I-N-E. Ine, nom de famille. Soto, S-O-T-O. S-O-T-O. Oui. Date de naissance. 22 février 2011. 27 février 2000. 22e. Oh, désolé, 22e. 2011. 2011. Je viens d'avoir 13 ans. 13. Charlie 4-5, quel est le nom de la fille et son âge? Madeleine Soto, 13 ans. Portait quoi la dernière fois qu'on l'a vue? J'ai besoin d'une description vestimentaire. Sweat à capuche vert, crocs blanches. Et un pantalon bleu ou noir. Je pense que c'est un short noir. Short noir. Short noir. D'accord, short noir, ça marche. Tu sais si elle a genre des amis dans le coin? Elle en a, mais elle ne sait pas où ils habitent. Elle ignore leur lieu de résidence. Je leur ai tous demandé, D'accord? Est-ce que, genre, vous savez si elle a des endroits où elle va habituellement? Est-ce qu'elle est souvent chez des amis? Ou il y a des endroits où elle traîne? En général, non. non. Pas en général? Non, d'accord. Le matin où Maddie avait disparu, Jen a affirmé qu'elle avait été réveillée par son petit ami Stéphane qui était entré dans sa chambre pour prendre le chien et l'emmener en promenade. Jen a dit qu'elle ne s'était pas levée à ce moment-là et n'avait jamais vu Maddie partir à l'école. Mais elle pensait l'avoir entendu se préparer dans la cuisine entre 7 et 8 heures du matin. Cependant, Jen reviendra plus tard sur cette déclaration, disant qu'il s'agissait probablement d'une de ses colocataires se préparant dans la cuisine à ce moment-là et pas forcément de Maddie. Cela a laissé beaucoup de gens méfiants envers Jen, car comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo de la caméra corporelle, elle a corrigé Stéphane et a dit à un détective ce que Maddie portait lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Mais elle a admis ne pas l'avoir vue du tout. Alors, comment le savait-elle? Apparemment, après avoir promené le chien, Stéphane conduisait ensuite Maddie au collège Hunters Creek vers 8h30 ce matin-là, mais il dira à la police qu'il ne l'avait en fait pas déposée dans l'enceinte de l'école. Au lieu de cela, il l'avait déposée à quelques pâtés de maison de là, près de l'église méthodiste Unipice sur Town Boulevard à Kissimmee. Selon Stéphane, c'était parce que Madeleine avait honte de la voiture qu'il conduisait et elle lui avait demandé de la déposer là-bas. Il a aussi suggéré aux autorités que Madeleine n'était peut-être jamais arrivée à l'école. Je l'ai déposé, puis tout avait l'air normal quand je suis partie. C'est la dernière fois que nous l'avons vue. Quels étaient les sujets de conversation que vous avez eus dans la voiture quand vous l'avez déposée? Pas grand-chose. Elle a dormi pendant la majeure partie du trajet. Je lui ai souhaité une bonne journée à l'école en partant et lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a remercié et m'a dit « je t'aime aussi ». Et donc, quand tu penses qu'elle pourrait peut-être être... Je veux dire, ce n'est pas, comme on me l'a dit, ce n'est pas un comportement normal. Ce comportement est anormal. Ce n'est pas son genre de partir ainsi. Nous ne savons pas où elle peut être. Nous avons peur. Nous voulons juste qu'elle rentre à la maison. D'une certaine manière, vous en voulez-vous à vous-même? C'est difficile de s'en empêcher. Ça revient constamment par vagues. C'est la réalité qui ne cesse de s'accumuler. Nous ne savons pas où elle est. Nous ne savons pas si elle est en sécurité. Nous avons peur et voulons retenir des rapports contradictoires. Les gens disent voir différentes choses. Rien de tout cela n'est concluant ni utile. Nous voulons juste retrouver notre petite fille. La police a commencé ses recherches pour retrouver Madeleine et plus de 50 membres de l'équipe de recherche et de sauvetage du comté d'Orange ont commencé à fouiller la zone où elle avait été vue pour la dernière fois. Malgré leur inquiétude quant à la disparition de Madeleine, Stéphane a dit à la police que ni lui ni Jen n'étaient sortis la chercher cette nuit-là.
Lors de l'interrogatoire de Jen, la mère de Madeleine, les détectives lui ont demandé où sa fille avait dormi la nuit précédente. À cela, elle a informé le détective que Madeleine, sa fille de 13 ans, avait dormi à l'étage seule avec son petit ami Stéphane. La mère a affirmé que normalement, tous les trois dormaient ensemble dans le même lit. Mais cette nuit-là, elle leur avait demandé d'aller se coucher seuls car Jen commençait un nouvel emploi et avait besoin d'être reposée. Bien qu'il soit dit que Jen recevait des allocations d'invalidité, donc elle travaillait à peine afin de ne pas compromettre ses paiements. Donc, non seulement elle a envoyé sa fille se coucher avec un homme adulte, et son excuse était à cause de son travail auquel elle n'allait presque jamais de toute façon. Mais elle a aussi raté la fête très importante du 13e anniversaire de Maddie à cause de ce travail. Madeleine avait aussi une petite chambre de fortune à côté du salon du condo, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elle dorme dans le même lit que Stéphane. Toutes les trois, Jen, Stéphane et Madeleine, avaient chacune leur propre lit séparé. Mais selon Jen, il n'était pas rare que sa fille dorme avec Stéphane quand elle était à la maison et parfois même quand elle ne l'était pas. Jennifer a aussi mentionné que son anxiété rendait parfois difficile de dormir avec d'autres personnes la nuit. Et elle a dit que même si Madeleine avait sa propre chambre, elle n'y dormait presque jamais. Elle y traînait seulement pendant la journée. Et lorsque la police a ensuite parlé avec Stéphane, il leur a dit qu'il ne dormait avec Madeleine que parce qu'elle avait besoin de contact humain pour s'endormir. Il a qualifié cela de câliner. Quelles sont les dispositions pour dormir? Elle dort dans... D'accord. Est-ce qu'elle a dormi dans son lit dimanche soir? Non. Je venais juste de rentrer. J'avais été absente pendant quelques mois. Nous avons dormi dans le même lit ensemble, donc, pour vraiment bien dormir. Alors elle a dit non à ça et a suggéré que la chambre d'amis à l'étage soit son lit. Donc un peu de câlin, ça suffirait, et Jen pourrait dormir tranquillement. Donc, quand tu dis câlin, qu'est-ce que ça veut dire? Comme vouloir être seule. Elle est extrêmement dépendante. Elle n'aime pas du tout être seule. Elle a besoin de la présence humaine autour d'elle. D'elle. Compris. Là, c'est vrai de ça, mais c'est un peu difficile. Apparemment, il y avait une femme qui avait déjà travaillé avec et fréquenté Stéphane à la fin de l'année 2022. Et elle a dit qu'à cette époque-là, il avait rompu avec Jeanne et que c'est à ce moment-là qu'elle avait commencé à sortir avec lui. Mais il ne passait jamais la nuit chez elle, il retournait toujours à la maison Soto, disant que Madeleine et Jeanne ne pouvaient pas dormir sans lui. Stéphane a aussi avoué à cette femme qu'il dormait dans le même lit que Madeleine et qu'un matin, il s'était réveillé avec une érection, donc il avait dû rapidement se retourner dans le lit. Après avoir appris cette information, la femme s'est sentie très mal à l'aise et a arrêté de parler à Stéphane. Jennifer a dit aux enquêteurs que le matin de la disparition de Maddie, Stéphane était parti l'emmener à l'école et Jen ne s'est pas levée avant environ 9 h du matin lorsqu'elle a dû aller à son rendez-vous chez le médecin. De retour chez elle vers 11 h, Stéphane était aussi rentré à la maison, mais il lui a dit qu'il avait accidentellement laissé son téléphone portable à la maison et que Maddie avait également laissé son téléphone à la maison. Ce qui, étant donné que Maddie avait un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, était probable puisqu'elle aurait pu l'oublier. Cependant, il était dit que Stéphane était constamment sur son téléphone portable, donc il est très peu probable que ce soit vrai. Stéphane a dit à Jen que tout s'était bien déroulé ce matin-là, malgré qu'ils aient oublié leur téléphone. Il a aussi dit à Jen qu'il avait proposé plusieurs fois à Maddie d'aller chez McDonald's, mais qu'elle avait refusé, même si c'était leur plan initial. En fait, Stéphane et Maddie s'étaient même réveillés un peu plus tôt ce matin-là pour pouvoir aller prendre le petit déjeuner chez McDonald's. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Et même si Stéphane a dit à Jen qu'il avait demandé plusieurs fois à Maddie sur le chemin de l'école si elle voulait aller chez McDonald's, il a aussi dit qu'elle avait dormi pendant tout le trajet. Alors, c'était quoi finalement? Après que Stéphane soit rentré à la maison et que Jen soit rentrée aussi, ils sont restés à la maison et ont juste traîné un petit moment. Pendant ce temps, Stéphane a décidé de mettre à jour son iPhone et il a dit à Jen qu'il avait accidentellement tout réinitialisé. Pratique.
Un peu plus tard, Stéphane s'est levé et a dit à Jen qu'il partait faire quelques magasins de jeux vidéo et qu'il reviendrait plus tard pour aller chercher Madeleine avec elle à l'école. Mais quand Stéphane n'est pas revenu à 14h30, Jen l'a appelé et n'a pas eu de réponse. N'en pouvant plus d'attendre le retour de Stéphane, Jen est partie seule chercher Madeleine. Environ 10 minutes après son départ, Stéphane a appelé et a dit « Désolé, j'ai encore oublié mon téléphone à la maison ». Pendant son absence, il a aussi dit à Jen qu'il avait crevé un pneu sur les Interstate 92 net. Et malgré le fait que Stéphane ait dit plus tôt au détective que ni lui, ni Jennifer n'étaient de sortie ce soir-là pour chercher Maddie, Jennifer a dit que Stéphane lui avait en fait dit qu'il prenait sa voiture, une Nissan Sentra, et qu'il sortait pour chercher Maddie. Stéphane avait affirmé qu'il avait parcouru la route 192 en voiture à la recherche de la fille, mais il n'a pas précisé exactement où. On découvrira plus tard qu'il était allé jusqu'à Northport, en Floride, là où vivent ses parents, pour des raisons inconnues. Le lendemain, Jeanne s'est réveillée tôt pour appeler autant de ressources que possible afin d'aider à la recherche de sa fille, tandis que Stéphane a dormi presque toute la journée. Selon une colocataire de Jeanne interrogée par la police, elle était rentrée au domicile vers 23h30 la veille de la déclaration de disparition de Madeleine. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'a vu personne en bas, mais elle a entendu des gens à l'étage. Cette colocataire était ensuite allée se coucher à 2h30 du matin et à ce moment-là, elle a dit avoir entendu quelqu'un dans la chambre où Stéphane dormait habituellement, et cela ressemblait à quelqu'un posant quelque chose sur une table. Selon la colocataire, Stéphane se comportait bizarrement le lendemain matin, vers 10h30 montant et descendant les escaliers et entrant et sortant du condo à maintes reprises. Il faisait aussi la lessive, ce qui a étonné la colocataire car c'était une première pour lui. La nuit où Maddie a été signalée disparue, la police a également saisi son téléphone comme preuve pour l'examiner puisqu'il avait été la dernière personne connue à avoir vu Madeleine et sur le chemin du retour du commissariat, il semblait très nerveux. Jen, cependant, pensait aussi que la police s'en prenait à la mauvaise personne, alors elle a décidé d'appeler le père de Stéphane et de lui dire qu'elle pensait qu'il avait besoin d'un avocat à ce moment-là. Puis, 2 jours après la disparition de Maddie, Stéphane Stearns a été arrêté par le service de police de Kissimmee. Cependant, ce n'était pas en lien avec la disparition de Madeleine. Il s'agissait d'accusations d'agression sexuelle et de possession de matériel pédopornographique. La police avait fouillé le téléphone de Stéphane et ce faisant, ils ont trouvé de nombreuses images de lui en train d'agresser sexuellement la petite Madeleine, remontant à au moins 2 ans. L'extraction et des choses similaires, ok. Qu'est-ce que tu penses qu'il y avait sur le téléphone? Des messages textes, des emails. Des trucs intéressants. Des photos. Oui. Quelle sorte de photos il y avait dessus? Des photos de cartes d'entraînement, des photos de sabres laser, des photos Disney. As-tu un compte Google? Oui. Est-ce que tu sauvegardes des photos sur ton compte Google? Parfois. Est-ce que la synchronisation avec le cloud est automatique pour les téléphones? On m'a dit c'est là. Oui, je crois que ça se sauvegarde sur Google. Je vais être totalement honnête avec vous. Il y a votre téléphone. Et je suis presque sûr que vous savez à quoi servent certaines de ces photos. Vous êtes une personne très intelligente et je ne veux pas que vous vous discréditiez en disant que vous ne savez pas ce que sont toutes les photos qui sont sur votre téléphone. Vous comprenez ce que je dis? Vous voulez ajouter à la liste des photos? Est-ce que je devrais parler à un avocat en ce moment? Je ne peux pas répondre à cette question. Mon seul but en ce moment est de...
voir si je peux trouver. Et j'espère vraiment que tu pourras m'aider. J'aimerais essayer d'aider. Je pense que je devrais avoir un avocat présent maintenant. Donc vous êtes avocat? Oui, je pense que oui. D'accord, ça peut arriver. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas libre de partir. Vous êtes en garde à vue, d'accord? Voulez-vous savoir pourquoi vous êtes en garde à vue? Oui. Agression sexuelle aggravée et possession de pornographie enfantine. Nous sortons. Si vous avez besoin de quelque chose, frappez à cette porte. Des détectives à l'extérieur pourront vous aider. Ils avaient également découvert que Stéphane avait recherché le terme SIVO-fluine et comment il apparaît lors d'un test de dépistage de drogue quelques semaines avant la disparition de Maddie. Ce médicament est un anesthésique qui peut provoquer l'hypnose et l'amnésie, mais il est généralement utilisé dans des traitements médicaux. Les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition dans le condo de Jennifer et ils ont remarqué que les pièces sur les photos correspondaient au décor que l'on retrouvait dans certaines des images de contenu pédopornographique sur le téléphone de Stéphane. Les enquêteurs ont également ajouté que, dans le téléphone de Stéphane, ils ont trouvé une photo de l'une des colocataires de la mère de Madeleine, nue dans la salle de bain, et elle a déclaré qu'elle n'avait pas autorisé Stéphane à prendre cette photo. Donc, même si Stéphane avait accidentellement réinitialisé tout son iPhone, heureusement, la police avait pu récupérer beaucoup d'informations. Les détectives ont fait venir Jen Soto pour un autre interrogatoire et pendant ce temps, elle leur a dit qu'elle ne croyait pas que Stéphane ait quoi que ce soit à voir avec la disparition de sa fille. Cependant, après qu'on lui ait montré des photos de Stéphane agressant sexuellement sa fille, elle a déclaré qu'elle croyait maintenant qu'il était coupable. Jen a ensuite qualifié Stéphane de maître menteur et manipulateur. Elle a aussi dit qu'il se fâchait et s'irritait pour des broutilles et qu'il était très négatif la majorité du temps. Cependant, il ne se mettait en colère contre Madeleine que pour des questions d'éducation des enfants. Jen s'est ensuite vu montrer des photos que la police avait récupérées à partir de caméras de circulation le jour où Madeleine a disparu et ils l'ont informé que leur enquête était désormais passée d'une disparition à un homicide car ils pensaient que Madeleine était décédée. Après l'annonce, Jennifer est restée silencieuse un moment puis a éclaté en sanglots. Les photos que les autorités avaient montrées à Jen montraient sa fille Madeleine assise sur le siège avant de la voiture que Stéphane conduisait et elle ne semblait pas être en vie. Sa tête était penchée sur son épaule gauche et sa bouche était grande ouverte. Stéphane avait auparavant dit aux enquêteurs exactement où il était allé le jour de la disparition de Madeleine, mais ce que la police a découvert n'était pas cohérent avec ce qu'il leur avait dit. La voiture de Stéphane avait été vue sur plusieurs caméras de circulation et son itinéraire ne correspondait pas à celui retrouvé dans les localisations de son Google Drive. Les autorités s'avèrent que Stéphane n'avait jamais déposé Madeleine à l'école ce jour-là et pensaient qu'elle était en réalité morte dans la voiture pendant tout ce temps. Une caméra dans leur complexe de condo avait filmé Stéphane en train de jeter le sac à dos de Madeleine et l'ordinateur portable fourni par l'école dans la benne à ordures à 7h30 le 26 février. Ces objets ont ensuite été récupérés par les enquêteurs et un sac poubelle contenant une des chaussures Crocs blanches de Madeleine a également été retrouvé. L'autre Crocs blanche a été retrouvée dans la chambre de Jeanne. Ce sont les chaussures que Jeanne et Stéphane avaient toutes les deux dit que Maddie portait la dernière fois qu'elles l'ont vue. Stéphane a été revu entrant au complexe de condo à 8h19 et à ce moment-là, Maddie a également été vue dans la voiture mais elle ne semblait pas en vie. Vers 9h40 ce matin-là, la voiture de Stéphane a été vue par une caméra entrant dans le parking près du Holiday Inn Club Vacations sur South John Young Parkway. On l'a vu marcher du côté passager du véhicule, ouvrir la porte, puis il a semblé porter le corps inerte d'une femme jusqu'au coffre de la voiture. Lors de l'interrogatoire de Jeanne, elle a dit à la police que lorsque Stéphane avait emménagé dans le condo avec elle et Madeleine, il y avait une règle selon laquelle Madeleine ne devait pas dormir dans le même lit que Stéphane. Je ne comprends pas pourquoi une règle serait nécessaire pour ça. Elle a raconté que Madeleine a rapidement voulu faire des soirées pyjama avec Stéphane, ce qui impliquait manger du popcorn, regarder un film et dormir ensemble dans le même lit. Et elle a commencé à permettre cela à cause de la bonne entente entre Madeleine et Stéphane. Mais parfois, Stéphane ne portait que son caleçon. Parfois,
il se réveillait enlacé avec Madeleine. Lorsque Jeanne a été interrogée par les enquêteurs pour savoir si elle trouvait cela étrange, elle a répondu non. Jeanne a également nié savoir quoi que ce soit sur la victimisation continue de sa fille Madeleine. Et elle a dit que si Stéphane avait tué sa fille, c'était mal, mais que les histoires de sexe n'étaient pas mauvaises. Pour la détective, il semblait que Jeanne avait déjà accepté la victimisation de sa fille. Ses émotions durant l'entrevue semblaient tout bonnement factices. Si jamais elle était un peu plus ouverte avec Stéphane, parce qu'elle lui avait parlé d'un garçon dont elle était amoureuse. Ok. Et que son prénom était... Elle l'a décrit et Stéphane m'a dit « Tu sais qu'elle a un béguin pour un garçon ?» J'ai dit non. Il m'a répondu « Oui, elle me l'a dit. » Il est grand et elle aime ses cheveux bouclés. Quand c'était? Tu te souviens quand cette conversation a eu lieu? La semaine dernière, à un moment donné, sans certitude. Ah, d'accord. Donc, on a vu donc dans la semaine qui a suivi ce dimanche-là. Comment l'a-t-il pris? Comment est-il? Souviens-toi d'avant que tu saches ce que tu sais maintenant. Avait-il l'air inquiet pour elle ou content pour elle? Tu vois, elle commence à grandir, à avoir des béguins et tout ça. Il avait l'air content pour elle. D'accord. Il était là, t'as entendu ça? Trop mignon. Mais j'étais là, oh, j'avais pas entendu. Elle m'en avait pas parlé. Pourquoi elle m'a pas dit? Pourquoi tu lui as parlé de moi? Je veux savoir sur qui elle a un béguin, mais peut-être parce que je lui avais dit qu'elle n'avait pas le droit de sortir avec quelqu'un pendant quelques années. Je pensais qu'il avait le cœur brisé et... Pas qu'il lui avait fait toutes ces saloperies. En y repensant, je réalise qu'il mentait totalement et faisait semblant. Sur quoi d'autre a-t-il menti? C'est un maître du mensonge et un manipulateur. Il l'a fait avec ses parents et me l'a avoué. Les mensonges qu'il a faits à ses parents, mais je n'ai jamais pensé que ça pourrait m'arriver. Les mensonges portent sur l'argent et sur ce qu'il fait précisément. Oui, tout ça. À ses parents? Il a volé de l'argent à ses parents. Il gardait des milliers de dollars cachés dans un placard en guise de fonds d'urgence. Pendant le Covid, il voulait vendre des voitures télécommandées. Tu vois, s'il veut quelque chose, il va l'obtenir, peu importe quoi. La police t'a montré son jeu. Ils ont dit « Stéphane, nous voulons ton téléphone. » Stéphane, nous devons te parler. Nous allons boucler ta résidence. Tu ne pourras pas y accéder. Moi. Peu importe que l'amour de ma vie ou ma grand-mère soit à mes côtés, si la police prend le téléphone de ma mère suite à la disparition de mon fils, je ne vais pas offrir un avocat à ma mère, c'est fou pour moi. Pour moi, ça montre que tu donnes la priorité à Stéphane. Parce que à ce moment-là, tu étais plus inquiet qu'il soit faussement accusé que de tout le reste. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Que tu l'aies ressenti ou non, est-ce que ça a du sens? Avoir un avocat est un droit constitutionnel auquel tout le monde a droit. Mais pour quelqu'un qui traverse ce que tu traverses, lui proposer un avocat me laisse penser qu'il y a peut-être eu une conversation, qu'il y a peut-être eu des informations, ou que tu avais peut-être une intuition, que ce soit sur son implication, sur l'endroit où elle se trouve, ou sur quelque chose qui dans ton esprit implique une culpabilité. Je te le promets. Parce que le fait que tu lui proposes un avocat est vraiment étrange. Je sais. C'était toujours moi en partant du principe que je pense qu'à un moment, vous m'avez interrogé et quand vous m'avez montré sa photo, j'ai cru au truc sexuel. Mais je ne voulais pas croire qu'il lui avait fait quelque chose de cruel. Je me disais non. Et s'il avait fait ces choses, d'accord, mais si elle était toujours portée, disparue quelque part, si quelqu'un l'avait enlevée, je voulais encore croire en lui, je le croyais. Je croyais toute son histoire. Donc je continuais à répéter cette partie, je me disais, et si c'était moi qui l'avais déposée? Et si elle avait été enlevée? Et si elle était portée, disparue?
Mais c'était moi qui supposais que vous aviez la mauvaise personne. Je voulais croire qu'il était encore un homme bien, mais clairement, il ne l'est pas. Après tout ce que vous m'avez dit et montré, je sais qu'il n'est pas la pire personne sur cette terre en ce moment. On sait que c'est un salaud maintenant, mais... Tu ne le savais pas à l'époque. Je ne le savais pas. Ensuite, tu as proposé un type que la police soupçonnait d'enlèvement, de rapt, d'avoir aidé à la disparition. Tu lui as proposé un avocat. Pas besoin d'en discuter davantage. Tu t'es contredit sur le fait que les histoires de sexe soient acceptables. Ce n'est pas bien. Attends. Si je savais quelque chose, je te promets que je te le dirai. Je suis prête à passer un détecteur de mensonges, tout ce que tu veux, mais je ne sais rien. Il n'a jamais rien mentionné. Je n'ai jamais vu aucun signe. J'ai essayé de la surveiller comme le lait sur le feu. Je pensais faire du bon travail, mais ce n'était pas le cas. Je ne me rendais compte de rien. 4 enfants. Minimum. C'est juste la limite de ce que le cloud conserve. J'ai du mal à croire que tu t'inquiétais autant du nombre de comprimés qu'elle prenait le soir, mais pas de l'endroit où elle dormait, ni de la relation dans laquelle elle était, ni de son intérêt pour elle. Je pensais que nous étions tous en sécurité. Je pensais que puisqu'il ne m'avait rien montré jusqu'à présent, tout semblait aller bien. Il avait l'air... Il l'a traité comme... Comme qu'elle te traite. La mère a également dit qu'elle avait peur qu'une situation à la Woody Allen se produise. Faisant référence à Woody Allen, qui est tombé amoureux de sa belle-fille plus jeune et a fini par l'épouser. Mais pourquoi auriez-vous cela en tête en tant que mère, à moins de savoir que quelque chose se passe dans la maison? Je ne suis pas sûre. Jennifer a également dit aux enquêteurs qu'elle avait rompu avec Stéphane en décembre 2022 parce qu'il était tellement désordonné. Mais elle a continué à le laisser vivre dans la maison parce qu'il était son meilleur ami. Son désordre persiste, je doute qu'elle en soit consciente. Mais après leur rupture, Stéphane avait déménagé dans la chambre à l'étage où il a continué à vivre jusqu'en décembre 2023. Et à ce moment-là, il est parti et est retourné vivre chez ses parents à Northport, en Floride. Lorsque Maddie a disparu, il était apparemment là pour l'emmener à l'école le lendemain, car Jeanne était trop fatiguée. Les détectives ont alors présenté à Jeanne la théorie selon laquelle sa fille Madeleine était peut-être enceinte au moment de sa mort. Elle n'est pas morte naturellement, elle n'a pas fait d'overdose, elle n'a pas eu de crise cardiaque. Nous avons entouré le mot meurtre lundi, quelque chose a dû causer cela. Il a eu des relations sexuelles sans restriction depuis longtemps. Il obtient ce qu'il veut d'elle, probablement de toi. Et qui sait de qui d'autre encore, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas comme s'il s'était réveillé ou couché dimanche en se disant « Tu sais quoi? J'en ai fini avec ça, mais je vais la tuer. » Il s'est passé quelque chose. Les gens ne se réveillent pas simplement en se disant « Tu sais quoi? Je pars, je quitte quelqu'un. » Mais en général, il y a des choses qui font craquer les gens. Maintenant quoi? Et tu sais quoi? Je suis dans le pétrin. Où j'ai l'impression que je vais m'en sortir, mais ça peut être encore pire. Elle est enceinte. C'est ce que les questions d'hier soir m'ont amené à croire quand on a commencé à parler de ces règles. On m'a dit qu'elle est son amie, et bien sûr je suis un homme, donc je n'ai jamais eu de règles, mais quelqu'un a trouvé étrange qu'elle ne soit plus sur le même cycle. Ça pourrait être différent parce que c'est une adolescente, ça pourrait être qu'elle a raté ses règles. As-tu déjà trouvé un test de grossesse à la maison qui n'était pas le tien? J'en ai 2 sous l'évier de la cuisine, de la salle de bain, mais je n'ai pas vérifié s'ils y sont toujours ou pas. Le même jour que l'entretien de Jen, le 1er mars, les autorités ont été contactées par un homme qui avait vu une conférence de presse et voulait signaler avoir vu la voiture de Stéphane le jour où Maddie avait disparu. L'homme a dit qu'il avait vu cette voiture vers 13h30 le 26 février, arrêtée sur le bord de la route sur Hickory Tree Road. Il a dit aux forces de l'ordre que l'homme était à l'extérieur de la voiture avec un démonte-pneus à la main et il a précisé que cet homme avait l'air effrayé. Mais il a supposé que c'était simplement parce qu'il était en panne sur le bord de la route avec un pneu crevé. Les forces de l'ordre ont également pu obtenir des images de vidéosurveillance de la rue voisine de Hickory Tree Road et ils ont vu une voiture qui ressemblait exactement à celle de Stéphane descendre Hickory Tree Road vers 14h.
La police s'est ensuite rendue dans cette zone rurale du comté d'Osceola et a cherché le moindre signe de Maddie. Ils ont repéré des portails verrouillés de chaque côté de la route à cet endroit. Après que le propriétaire du terrain ait déverrouillé les lieux, ils ont rapidement remarqué un jean bleu et le corps de Madeleine après quelques minutes de marche. On l'a retrouvé dissimulé derrière des bambous près de la route Hickory Tree. L'adolescente avait été retrouvée portant un sweat à capuche vert, un jean bleu et des chaussettes blanches qui étaient montées propres en dessous, ce qui indique qu'elle n'a pas marché seule. Il y avait aussi de l'herbe sèche et du foin sur son corps. Puisque la zone où le corps de Maddie avait été retrouvé était verrouillée et que la serrure n'avait pas été forcée, Stéphane aurait dû soulever son corps par-dessus des barbelés et le laisser tomber de l'autre côté avant de passer lui-même de l'autre côté et de déplacer son corps à l'endroit où il a été retrouvé. Le corps de Madeleine Soto a ensuite été transporté au bureau du médecin légiste où il a été déterminé qu'elle était morte par strangulation et que la cause de sa mort était un homicide. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, O, S, T, U. Après que la police a retrouvé le corps de Madeleine et contacté Jennifer pour lui annoncer la nouvelle, elle s'est mise à pleurer. Elle a ensuite passé le téléphone au père biologique de Madeleine, Tyler, venu du Texas. Après avoir appris la disparition de sa fille, il s'était rendu sur place en camion, mais était arrivé seulement quelques heures avant la découverte de son corps. En avril 2024, Stéphane a été inculpé de meurtre au premier degré pour la mort de Madeleine. Cela s'ajoutait à plus de 60 autres chefs d'accusation pour agression sexuelle continue sur Maddie. Le procureur du district requéra la peine de mort contre Stéphane Stearns. Auparavant, Stéphane n'avait eu des démêlés avec la justice que pour de nombreux excès de vitesse, étonnamment. Mais il dissimulait probablement des choses. Le 11 avril, en nettoyant un box de stockage, le père de Stéphane a découvert un disque dur qui serait normalement installé dans un ordinateur de bureau. Dans le même bac se trouvait une montre que Stéphane avait dit à son père qu'il gardait dans sa chambre. Il pensait que son fils avait eu accès au box de stockage lorsqu'il était allé à Northport le 28 février. Son père remit alors ce disque dur à la police, où l'on découvrit qu'il contenait près de 35 000 images de contenu pédopornographique. Maddie n'apparaissait sur aucune de ces images cependant, et elles semblaient toutes datées de 2020 ou d'avant. Les enseignants et camarades de Madeleine sentaient que quelque chose n'allait pas chez l'adolescente sans savoir exactement quoi. Une fille savait que Madeleine prévoyait de s'enfuir à l'âge de 13 ans, mais elle ignorait pourquoi. Une autre amie a raconté aux enquêteurs que Maddie avait fait une crise quelques jours avant sa mort et il n'était pas rare que Maddie s'effondre en larmes tous les quelques jours. L'une des conseillères de Maddie a également déclaré que la jeune fille avait souvent des journées où elle était fatiguée et qu'elle venait simplement poser sa tête sur le bureau. Il la soupçonnait d'être dépressive. Une autre conseillère a noté que Madeleine avait dit que Stéphane la mettait mal à l'aise et qu'elle se sentait bizarre en sa présence et que ses notes s'étaient améliorées depuis que Stéphane avait officiellement quitté la maison en décembre 2023. Jennifer Soto avait en fait été mariée entre sa relation avec le père de Maddie et Stéphane Stearns. Elle avait été mariée à un homme nommé Stéphane en 2015. Leur relation n'avait pas fonctionné parce que, même si tout allait bien au début, il n'a finalement pas pu supporter les problèmes mentaux de Jen. Et il ne voulait pas que sa jeune fille soit exposée aux épisodes bipolaires de Jen. Selon lui, Jen avait principalement instauré une ambiance délétère. Mais il continuait tout de même à rendre visite à Maddie après leur divorce, car il s'était beaucoup rapproché d'elle. Steven a également dit que Madeleine lui semblait étrange depuis quelques années.
Et Jennifer lui a récemment dit qu'on lui avait prescrit un nouveau médicament qui l'assommerait complètement. Jennifer avait également parlé à son ex-mari Steven au téléphone un jour après la disparition de Madeleine, le 27 février. Et à ce moment-là, Stéphane était en arrière-plan. Steven pouvait l'entendre dire qu'il se sentait coupable d'avoir laissé son téléphone portable à la maison ce jour-là, puis de l'avoir réinitialisé accidentellement. Steven dirait aussi aux enquêteurs qu'il ne croyait pas que son ex-femme était impliquée dans le décès de leur fille. Les parents de Stéphane avaient des sentiments différents à ce sujet. Sa mère croit que Jeanne était impliquée soit dans les mauvais traitements continus qui avaient lieu à la maison, soit dans la mort de Maddie. Parce qu'elle avait écrit un email à son fils en prison le 25 juin dans lequel elle disait « Nous savons tous que Jeanne était très impliquée dans tout ça et je suis dégoûtée qu'elle soit libre alors que toi tu ne l'es pas, alors que tout cela n'est pas entièrement de ta faute. » Stéphane n'a cependant pas reconnu les accusations de sa mère dans sa réponse par email. Pendant son incarcération, le père de Stéphane l'a confronté et lui a demandé pourquoi il s'était rendu à Northport peu de temps avant son emprisonnement. Stéphane lui a dit de récupérer quelques affaires et de les mettre en ordre. Il a dit « Je voulais me préparer un peu à ce qui allait arriver, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. » Le père de Stéphane a aussi dit qu'il aurait voulu savoir comment toute cette situation s'était produite. Et Stéphane lui a répondu que ce n'était pas lui qui avait commencé. À ce moment-là, le père de Stéphane a souligné sa participation et Stéphane a acquiescé. Donc, à aucun moment pendant la conversation, Stéphane n'a nié avoir tué Madeleine. Les parents de Stéphane avaient été informés du fait que Stéphane dormait dans le même lit que Madeleine et que Jennifer l'autorisait. Dans un entretien, sa mère a déclaré « Évidemment, cela rendrait n'importe qui mal à l'aise. » Une petite fille qui dort avec un homme qui n'est pas son père. Ça paraît étrange, je lui faisais assez confiance pour laisser faire. Les parents de Stéphane ont également déclaré lors de l'entretien que Stéphane avait souvent beaucoup d'argent et qu'il en dépensait constamment alors qu'il n'avait pas de travail. La seule chose dont nous savions qu'elle n'allait pas et que nous avons immédiatement réglé, c'est quand nous avons appris les arrangements de cododo et ils étaient ici chez nous. Et à ce moment-là, j'ai mis le holà et j'ai dit « Madeleine ne dort pas dans la chambre avec toi, elle est trop grande pour ça. » Et j'ai dit que tu devais arrêter de faire ça aussi à la maison et je vais en parler à Jen et à Stéphane. Et Jen dit « Eh bien, elle vient la nuit, elle a peur. Elle vient la nuit et grimpe dans le lit et je ne peux pas l'en empêcher. » J'ai dit « Est-ce qu'il y a une serrure à la porte ?» Elle a dit « Oui ». J'ai répondu « Eh bien alors, utilise la fichue serrure. Je veux dire, c'est ridicule. » Et puis envoyer son enfant dormir avec un homme dans une autre chambre, dans un lit simple, ensemble, qui n'est pas un parent biologique. Et c'est Madeleine qui m'a parlé du cododo, pas Stéphane ni Jim. C'est Madeleine qui l'a fait. Quand elle m'a raconté, elle a dit que c'était une histoire drôle. Elle a dit « Oh, j'étais au lit avec maman et Stéphane. Et quand je me suis réveillée le matin, ma jambe était posée sur lui. Et elle a dit « N'est-ce pas drôle ?» J'ai répondu « Non, ce n'est pas... Non, je ne trouve pas ça drôle. » Par coïncidence, peut-être, le corps de Madeleine a également été abandonné tout près d'une maison où un homme connu sous le nom de Père Noël et son fils ont été arrêtés quelques jours seulement après la découverte du corps de Maddie. Le père et le fils étaient en possession de milliers d'images de contenu pédopornographique. Près du lieu où son corps avait été abandonné, il y avait une zone avec de nombreux alligators. Donc, Stéphane essayait d'aller plus loin sur la route, mais son pneu a éclaté, l'empêchant de continuer. Peut-être qu'il essayait complètement de se débarrasser de son corps. Plusieurs audiences de Stephen ont été reprogrammées, mais pour l'instant, il doit comparaître à la mi-octobre pour une audience de suivi. Un mémorial a été érigé sur Hickory Tree Road, dans le comté d'Osceola, en hommage à Maddie, suite à la découverte de son corps. Des ballons, cartes et jouets ont été déposés par des proches et des inconnus. Une veillée a aussi été tenue le 13 avril 2024 pour Madeleine, où la communauté a prié, observé un silence et écouté les chansons favorites de l'adolescente du film Lilo et Stitch. Les parents de Madeleine, Tyler et Tatiana Wallace, présents à l'événement, ont parlé d'elle. Sa belle-mère, Tatiana, a dit « On se souviendra toujours de toi, comme de la jeune fille qui courait dans les champs de citrouilles, pêchait, nourrissait les chevreaux et sautait dans les bacs de maïs lors de tes visites. » C'est difficile d'imaginer que tu n'es plus là. Tyler et Tatiana avaient vu Madeleine pour la dernière fois en octobre 2023 et ils ne savaient pas que ce serait la dernière fois. Le père de Madeleine aurait aimé la voir plus souvent.
J'aurais voulu la voir plus souvent et c'est une lutte constante pour moi. Je devrais toujours y faire face. Le père de Madeleine a également reçu les cendres de sa fille pour les ramener chez lui. Merci d'avoir écouté l'histoire de Madeleine aujourd'hui. C'est incroyable que tous ces abus sexuels se soient coproduits juste sous le nez de Jen pendant des années et qu'elle n'en ait soi-disant rien su. Honnêtement, je pense qu'elle était non seulement au courant de ça, mais aussi du meurtre de Madeleine. Je ne sais pas si elle était impliquée, mais j'ai le sentiment qu'elle a couvert Stéphane. Ton avis ? Je soupçonne aussi que peut-être Stéphane a fait ce qu'il a fait parce que Madeleine était maintenant une adolescente. Peut-être qu'elle est tombée enceinte et qu'il ne voulait pas que ça se sache. Mais cette pauvre fille a vécu une existence horrible pendant des années avec cet homme épouvantable et sa mère. Elle méritait tellement mieux. Si vous aimez les histoires criminelles racontées par moi, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé des nouvelles vidéos publiées au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous, à la prochaine. Merci à tous les membres Patreon d'Un Monde Maléfique. Il n'y a pas encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com à Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une idée d'affaire que vous souhaitez que j'aborde ? Si c'est le cas, écrivez-moi à awickedworldtruecrime@gmail.com.